La vie, vous savez, est parfois étrange. On croit connaître les gens, surtout ceux qui vivent sous le même toit, qui partagent le même sang. Mais la vérité, c'est que parfois, les plus grandes ombres se cachent dans les endroits les plus lumineux. J'ai vu cela arriver à Anne, une collègue qui travaille avec moi au café ici, dans notre grande ville. C'est le genre de personne qui vous regarde dans les yeux et vous transmet une force dont vous n'imaginez pas l'origine, jusqu'à ce que vous connaissiez son histoire. Et l'histoire d'Anne, eh bien, c'est de celles qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la famille et l'amour. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela nous aidera beaucoup. Anne me racontait toujours que son enfance avait été un essai constant pour la vie adulte, une scène où elle avait toujours été la figurante. Henri, son frère aîné, était la star. Dès qu'elle a eu l'âge de comprendre, l'existence d'Anne semblait n'être qu'un cadre pour son éclat. Il était le soleil de la maison, vous savez, me disait-elle en essuyant les tasses sur le comptoir, les yeux perdus dans un lointain souvenir. Pendant qu'il défilait avec des notes parfaites, la fierté affichée sur le visage de mes parents, je me contentais d'être la fille aux notes moyennes, celle qui réussissait de justesse, mais qui réussissait. L'intelligence d'Henri était indéniable, un prodige des mathématiques qui semblait absorber tout l'oxygène de l'environnement. Et le favoritisme des parents? Ah, c'était un abîme si profond qu'Anne m'avouait parfois qu'elle sentait qu'elle tombait sans fin. Je me souviens qu'elle m'a raconté le 18e anniversaire d'Henri. Ses parents, débordant de fierté, ont offert au garçon une voiture flambant neuve, rutilante. Une vraie voiture, de celle qu'on ne voit que dans les films. Je suis resté là, à regarder cet éclat, leur sourire, et j'ai pensé, c'est ça, c'est comme ça qu'ils voient le succès, m'a confié Anne, la gorge nouée. Et moi, j'ai eu un vélo, vous croyez? Ce n'était pas mauvais, bien sûr, mais c'était un rappel si clair, si cruel de ma place. Comme s'il disait, lui vole, toi tu pédales. C'était comme si chaque réussite d'Henri était un marteau qui enfonçait un clou de plus dans le cercueil de son estime de soi. Elle essayait de se convaincre qu'elle était suffisante, qu'un vélo était pratique, sain. Mais à chaque coup de pédale, le poids de la comparaison l'étouffait. Les yeux de ses parents brillaient pour lui, tandis que pour elle, la lumière était toujours plus ténue, presque imperceptible. La maison, m'expliquait-elle, semblait vibrer avec ses réussites. Chaque trophée, chaque bulletin, et les siens, ils disparaissaient au milieu, engloutis, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est douloureux de penser que quelqu'un puisse se sentir si invisible dans sa propre maison. Au milieu de toutes ces ténèbres, il y avait un phare, la grand-mère d'Anne. Ma grand-mère était la seule qui me voyait vraiment. Vous savez, me disait-elle, un sourire mélancolique apparaissant sur son visage. La seule qui appréciait mes petits efforts, qui me prenait dans ses bras et me disait que j'étais spécial, quoi qu'il arrive. C'est sa grand-mère qui alluma une flamme d'espoir dans la vie d'Anne, une lumière au bout du tunnel de la médiocrité. Elle promit une aide financière pour ses études universitaires, un rêve qui ressemblait plus à une chimère qu'à une réalité concrète, compte tenu des ressources et de l'attention que ses parents accordaient à Henri. Anne, avec cette promesse comme moteur, se dévoua comme jamais. Nuit blanche, pile de livres, examens blancs et encore des examens blancs. Et la récompense arriva. Une bourse partielle dans une université de la grande ville. C'était un exploit, un souffle de fierté qui lui fit sentir que peut-être, pour la première fois, elle était sur la bonne voie. Elle l'annonça à ses parents, pleine d'espoir, en espérant que la nouvelle les réjouirait, qu'ils verraient enfin son potentiel. Mais son enthousiasme fut accueilli par un tiède « C'est bien, ma chérie ». Et l'argent promis par sa grand-mère, il ne vint jamais. Mois après mois, Anne demanda à sa mère à propos des virements, la voix pleine d'un espoir qui s'amenuisait à chaque réponse. « Ta grand-mère traverse des difficultés financières, ma chérie. L'argent est serré pour elle, tu comprends, n'est-ce pas ?» éludait toujours sa mère, sur un ton qui n'admettait pas de questions. La déception était un lourd fardeau, se mêlant à la sensation familière d'abandon. Anne essayait de croire sa mère, essayait de ne pas douter de sa grand-mère, mais l'absence de soutien la faisait tout remettre en question. Chaque fois qu'elle appelait sa grand-mère, elle ressentait une crainte, une gêne à lui demander directement de l'argent.
Alors elle écoutait seulement ses conseils et ses marques d'affection, sans aborder le sujet délicat. Et la vie universitaire, celle qui devait être sa libération, commença à se dessiner comme un cauchemar financier. Mais abandonner? Jamais. L'université était sa chance d'un avenir différent, de construire quelque chose qui lui appartienne, loin des ombres et des comparaisons, même si elle devait se battre seule pour cela. La vie universitaire d'Anne fut une épreuve quotidienne. Sans le soutien financier qu'elle attendait, elle dut se débrouiller. « J'ai trouvé 2 emplois », m'expliqua-t-elle, la voix étranglée par le souvenir des difficultés. Un au café de l'université, un autre à la bibliothèque, à ranger les livres. Ces journées étaient un marathon épuisant, commençant avant le lever du soleil et se terminant bien après minuit. Elle casait les cours entre les 2 emplois, étudiait dans le bus pendant les pauses, à chaque minute libre qu'elle réussissait à voler. L'épuisement était une ombre constante, une fidèle compagne qui la suivait partout. Et la faim, la faim, était la plus cruelle des compagnes. Il y avait des jours, me confia-t-elle les yeux humides, où je déjeunais un café léger et dînais une barre de céréales. Je cachais tout à mes parents, vous savez, j'avais tellement honte de ma situation, comme si c'était de ma faute de ne pas pouvoir me soutenir. Il y eut un jour où la situation atteignit ses limites. Anne était si faible qu'elle pouvait à peine se concentrer en cours. Son estomac gargouillait, sa tête tournait, et l'épuisement menaçait de l'engloutir complètement. C'est alors que Sophie, sa colocataire et amie inséparable, remarqua quelque chose d'anormal. « Anne, tu es pâle. Tu as à peine touché à ta nourriture cette semaine, » dit Sophie, inquiète. Anne essaya de dissimuler, mais en vain. La vérité éclata. Les larmes coulèrent. Sophie, sans hésiter, ouvrit son petit garde-manger qui ne contenait pas grand-chose, mais qui pour Anne ressemblait à un festin. Elle prépara un simple sandwich et un thé chaud et s'assit à côté d'Anne, écoutant ses confidences, offrant une épaule amie et la certitude qu'elle n'était pas seule. « Son amitié, vous savez, m'a sauvée de bien des manières », m'a dit Anne avec un faible sourire. Sophie partageait ce qu'elle avait, même si c'était peu. Elle me rappelait qu'il existait de la bonté dans le monde, même lorsque ma propre famille me semblait si distante. Anne était une lionne, luttant pour chaque miette de connaissance et pour chaque centime pour survivre. Elle rêvait du jour où le diplôme serait entre ses mains, un morceau de papier représentant sa liberté, son indépendance, la fin de toutes ses privations. Chaque douleur, chaque sacrifice était un investissement dans l'avenir qu'elle se forgeait. L'anniversaire de sa grand-mère était un événement sacré dans la famille, un rare moment d'union, presque une trêve temporaire dans les tensions qui imprégnaient la vie d'Anne. Cette année-là, la célébration fut plus intime, dans une petite maison de campagne, un endroit paisible dans la campagne. Anne, sentant le manque des câlins et de la chaleur de sa grand-mère, s'assit à ses côtés sur le canapé du salon, tandis que le brouhaha familial emplissait l'air. Elle conversait sur l'université, les études, l'avenir, et la grand-mère, avec un regard tendre dans les yeux et un sourire fier, commenta « J'espère que l'argent que je t'envoie chaque mois t'aide beaucoup dans tes études, ma chérie. Je suis si heureuse de savoir que je peux contribuer à ton avenir pour que tu n'aies pas à t'inquiéter autant. » Le cœur d'Anne se serra. 500 € par mois. Le monde sembla cesser de tourner. Elle sentit le sang lui quitter le visage. Ses mains se glacèrent. « Grand-mère, de quoi parlez-vous » demanda Anne, la voix presque un murmure, peinant à croire ce qu'elle entendait. « Je n'ai jamais reçu d'argent. Maman a toujours dit que vous aviez des problèmes financiers et que vous ne pouviez donc pas m'aider. » La grand-mère fronça les sourcils, la confusion s'installant sur son visage ridé, un signe clair que quelque chose clochait terriblement. « Mais je fais les virements, Anne. Tous les mois, religieusement, depuis des années, sur le compte de tes parents, avec l'instruction claire que c'était pour toi. J'ai les justificatifs, les dates, les montants. » La révélation fut un choc électrique, un tsunami d'informations qui bouleversa le monde d'Anne. Une colère froide commença à bouillonner en elle, mêlée à une incrédulité paralysante. Où est passé cet argent? Comment ses parents ont-ils pu mentir sur quelque chose d'aussi fondamental? La grand-mère, réalisant la gravité de la situation et le désespoir affiché sur le visage de sa petite fille, a promis d'enquêter à fond,
de retrouver les relevés bancaires, de confronter les parents d'Anne. Mais à ce moment-là, la vérité flottait dans l'air, lourde et menaçante, et Anne savait que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était sur le point de changer à jamais. Le calme de la maison de campagne fut soudainement brisé par le fracas de cette révélation, et le regard de la grand-mère sur Anne, un mélange d'amour et de profonde tristesse, promettait que la vérité complète, aussi douloureuse soit-elle, viendrait au grand jour. Que cachaient encore ses parents? Ce n'était que le début d'une histoire bien plus sombre qu'Anne ne pouvait l'imaginer. La vérité, lorsqu'elle a finalement éclaté, a été un coup assommant, de ceux qui vous coupent le souffle et vous laissent sans ressources. J'ai vu Anne, après cette journée chez sa grand-mère, changer complètement, cet éclat dans les yeux. L'espoir qu'elle cultivait même dans les plus grandes difficultés a laissé place à une colère froide, une révolte contenue. Elle m'a raconté que, dès son retour dans la grande ville, elle n'avait pas attendu une seule minute. Relevés bancaires en main, documents que sa grand-mère avait fournis avec une efficacité surprenante, Anne a confronté ses parents. La scène, selon elle, a été déchirante. Cris, larmes, accusations fusant de tous les côtés. Ils ont essayé de nier, vous savez, m'expliquait Anne, la voix étranglée par le souvenir. Ils ont dit que c'était un malentendu, que l'argent était mis de côté pour une urgence. Mais les preuves étaient irréfutables. Acculés, sans issue, les parents d'Anne ont finalement craqué. Les aveux sont venus difficilement, douloureusement, révélant une vérité encore plus cruelle qu'Anne n'aurait pu l'imaginer. L'argent de sa grand-mère, celui qui aurait dû financer ses études, alléger son fardeau, qui l'a fait souffrir la faim et les privations, avait été systématiquement détourné pour couvrir les dettes de jeu d'Henri. Ah, ils ont dit qu'il avait ce problème depuis le lycée, m'a-t-elle dit, les yeux fixés sur un point lointain, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme. Qu'il le cachait, qu'il le protégeait de lui-même. Le choc a été immense, non seulement par le vol éhonté, par la trahison de sa confiance, mais par la découverte d'un aspect aussi sombre de son frère, le génie que tous idolâtraient. La blessure était profonde, une plaie béante qui semblait impossible à cicatriser. Les parents ont tenté de se justifier, prétendant qu'ils le faisaient par amour pour Henri, pour le sauver, pour l'empêcher de sombrer davantage. Mais pour Anne, ce n'était qu'une excuse bidon pour leur complicité dans sa souffrance. Ils m'ont sacrifié mon avenir à cause de lui. C'est toujours lui, se lamentait-elle, et je sentais sa douleur dans chaque mot. L'image qu'elle avait de sa famille se brisait en 1000 morceaux, révélant des fondations construites sur des mensonges, des secrets et un égoïsme qu'Anne n'aurait jamais imaginé pouvoir exister chez ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Sa grand-mère, avec la dignité de celle qui a déjà trop vu dans la vie et la sagesse de celle qui connaît les vrais visages de l'amour et de la déception, décida de tout révéler, détaillant l'ampleur de la tromperie. Elle invita Anne à un déjeuner discret, loin de ses parents, dans un petit restaurant du centre-ville, un endroit avec des petites tables en bois et une atmosphère chaleureuse, contrastant avec la froideur de la situation. « Je n'ai jamais payé directement tes études, Anne », commença la grand-mère, la voix étranglée par la douleur et la tristesse d'avoir été elle aussi trompée. « J'ai confié l'argent à tes parents, certaine qu'ils feraient ce qu'il fallait, qu'ils veilleraient sur ton avenir comme je l'aurais fait. » Anne tenait la main de sa grand-mère sous la table, sentant la force et la souffrance de cette femme. La grand-mère sortit alors quelques documents de son sac, des relevés bancaires, des justificatifs de virement. « Sur les 100 000 € que j'avais mis de côté pour tes études, ma chérie, continua-t-elle, la voix presque un murmure, 60 000 € ont été détournés. » Anne sentit un nœud à la gorge. Ses yeux se remplirent de larmes en pensant à toutes les difficultés, aux nuits blanches, à la faim, aux fois où Sophie l'avait aidée, alors que tout cet argent, son argent, servait à couvrir un vice étranger. À chaque mot de sa grand-mère, le poids de la trahison s'intensifiait, une montagne d'injustice qui s'élevait devant elle. Mais le pire restait à venir, et la grand-mère, visiblement ébranlée, prit une gorgée d'eau avant de continuer. « Et Henri, poursuivit-elle, regardant Anne avec une profonde compassion, il n'a jamais été à l'université. » Anne sentit la terre lui manquer sous les pieds. Ces mots résonnaient dans son esprit, se répétant sans cesse. Le génie des mathématiques,
Le fils que ses parents disaient fièrement être inscrit dans l'une des meilleures universités du pays n'était qu'une façade. Les 80 000 € que j'ai donnés pour sa formation, pour l'avenir qu'ils ont peint en si belles couleurs, plus ses 500 € mensuels, tout a servi à couvrir ses dettes de jeu, pour cacher son problème. La voix de la grand-mère devint un lament. Je croyais qu'il étudiait, qu'il se construisait un brillant avenir, mais il ne faisait que sombrer de plus en plus, et ses parents, au lieu de l'aider vraiment, ne faisaient que creuser un trou plus profond pour tout le monde. Le favoritisme des parents s'était transformé en une dangereuse cécité, en une complicité qui avait détruit la vie d'un fils et volé l'avenir de l'autre. Anne ressentit un mélange bouleversant de colère, de tristesse et d'un profond sentiment de vide. Toute sa vie, elle s'était sentie insignifiante, tandis qu'Henri était idolâtré. Maintenant, elle découvrait que cette adoration aveugle l'avait menée à l'abîme et que, dans le processus, elle-même avait été sacrifiée sur l'autel des mensonges. La grand-mère, les larmes aux yeux, prit la main d'Anne avec force, promettant que les choses seraient différentes à partir de ce moment. Cette promesse, un fil d'espoir au milieu du chaos, serait le tournant de la vie d'Anne. À partir de ce déjeuner avec sa grand-mère, la vie d'Anne prit un nouveau tournant. La grand-mère, une femme de caractère et de parole, n'hésita pas à prendre une décision radicale, mais nécessaire. « À partir d'aujourd'hui, Anne, dit la grand-mère, avec une fermeté qu'Anne n'avait jamais vue, je transférerai 2 000 € par mois directement sur ton compte, sans intermédiaire, sans excuse. » Ce changement fut un tournant, un virage à 180 degrés dans la vie d'Anne. Pour la première fois, elle put respirer financièrement. Le poids gigantesque qu'elle portait sur ses épaules depuis le début de l'université, cette préoccupation constante du prochain loyer, du prochain repas, disparut enfin. C'était comme si, soudain, je pouvais respirer à nouveau à plein poumon, m'a-t-elle confié, la voix pleine d'un soulagement palpable. Grâce à la sécurité des versements de sa grand-mère, Anne réussit à abandonner un de ses emplois. Ce poste épuisant à la bibliothèque fut remplacé par des heures de sommeil précieuses et, plus important encore, par du temps pour se consacrer à ses études. Sa santé, qui était affectée par la privation et le stress, s'améliora visiblement. Les cernes profondes commencèrent à s'éclaircir, le sourire revint sur ses lèvres, même si timidement. Et ses notes? Ah, ces notes! Elles explosèrent, reflétant non seulement ses efforts, mais aussi la tranquillité et la paix intérieure qu'elle avait enfin trouvée. Elle put enfin acheter les livres dont elle avait besoin sans se soucier du prix, participer à des groupes d'études, assister à des conférences et même se permettre un repas correct de temps en temps sans la peur de la faim. La grand-mère ne l'aida pas seulement financièrement, mais la renforça aussi émotionnellement, réaffirmant sa valeur et son potentiel. Chose que ses parents n'avaient jamais faite. C'était comme si, pour la première fois, Anne recevait l'amour et le soutien inconditionnel qu'elle avait toujours mérité, mais qui lui avait été refusé pendant si longtemps. La relation avec sa grand-mère s'approfondit, devenant un refuge, une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Anne commença à se voir autrement, à comprendre que sa valeur ne se définissait pas par l'attention de ses parents ou par les réussites de son frère. Elle était capable, intelligente et surtout digne d'une vie heureuse et décente. L'histoire d'Anne, que je voyais s'épanouir jour après jour au café, connut un nouveau chapitre qui m'a laissé sans voix. Par un après-midi pluvieux dans la grande ville, la grand-mère rendit une visite surprise à Anne dans son petit appartement étudiant. Elles étaient assises dans le petit salon, prenant le thé et discutant des études d'Anne, lorsque la grand-mère, avec un sourire énigmatique mais déterminé, lâcha la bombe. « Ma chérie, j'ai modifié mon testament. » Anne, déjà habituée aux rebondissements de la vie, regarda sa grand-mère avec curiosité, sans savoir à quoi s'attendre. La grand-mère, la voix douce mais ferme, continua « Tu es désormais ma seule héritière. » Un silence pesant s'installa. Anne sentit un frisson la parcourir. « Tes parents ont déjà reçu leur part, 250 000 €, il y a quelques années. Ils ont choisi de dépenser leur argent comme bon leur semblait. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris ma décision finale. Je ne peux pas permettre que ton avenir soit compromis à nouveau. »
La nouvelle fut un choc pour Anne, un mélange de soulagement immense, de surprise et, paradoxalement, d'une pointe de tristesse pour ce que cela signifiait pour ses parents, même après tout. Elle se retrouva soudainement en possession d'un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Un avenir de sécurité financière et de possibilités illimitées qui semblaient irréelles. La grand-mère expliqua qu'après la découverte des mensonges et du détournement d'argent, elle avait réévalué toutes ses priorités et la manière dont elle voulait que son héritage soit géré. Pour elle, le plus important était de garantir qu'Anne, la petite fille qu'elle aimait tant et qui avait tant souffert, ait un avenir sûr et prospère, chose que ses parents n'avaient manifestement pas réussi à lui fournir, ou pire, avaient saboté. Anne ressentit une immense gratitude pour cette femme qui, au milieu de tant de déceptions familiales, était la personnification de l'amour inconditionnel et de la justice. Mais avec la gratitude vint une responsabilité croissante. Elle savait que ce cadeau de sa grand-mère n'était pas seulement de l'argent, c'était une opportunité, une chance de recommencer à zéro, de construire la vie dont elle avait toujours rêvé, sans les entraves du passé. Que ferait Anne de cette nouvelle liberté et de cette nouvelle responsabilité? L'avenir, pour la première fois, semblait infiniment ouvert. La nouvelle du changement dans le testament de la grand-mère, comme on pouvait s'y attendre, parvint aux oreilles des parents d'Anne comme une bombe, déclenchant une tempête de désespoir, de colère et surtout d'un profond égoïsme. Ils se rendirent à l'appartement d'Anne, dans la grande ville, l'expression bouleversée, les yeux larmoyants, mais non pas de remords pour leurs actes, mais de désespoir face à la perte de ce qu'ils considéraient comme leur dû. « Anne, tu dois parler à ta grand-mère !» suppliait la mère les mains jointes. « Elle est vieille, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu dois la convaincre de changer d'avis, de remettre Henri dans le testament. La famille doit s'entraider, n'est-ce pas, ma fille ?» Le père renchérissait, la voix étranglée. « Pense à ton frère, Anne. Il a besoin d'aide. Que deviendra-t-il sans l'argent de grand-mère ?» Mais Anne, fortifiée par les expériences passées, par la clarté que sa grand-mère lui avait apportée et par la nouvelle confiance en soi qu'elle était en train de construire, ne céda pas. Je pouvais voir dans la manière dont elle racontait cette partie de l'histoire la force qui irradiait d'elle. Avec un courage qu'elle ignorait presque posséder, Anne les confronta. Les mots sortirent de sa bouche avec un calme surprenant, mais chargés de toute la douleur et de toute la colère accumulée au fil des années. « Vous voulez que je mente à ma grand-mère, que je manipule la seule personne qui se soit vraiment souciée de moi, la seule qui m'ait aidé quand je mourais de faim, et que vous gaspilliez mon argent dans la dépendance d'Henri ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion, mais ferme comme un roc. « Vous m'avez volé mon avenir une fois, vous m'avez volé ma dignité, ma confiance. Je ne permettrai pas que vous voliez la sienne aussi, et je ne mentirai pas pour vous, ni pour Henri. » La confrontation fut douloureuse, un règlement de compte brutal qui brisa le dernier lien de respect qu'elle nourrissait pour eux. Anne ressentit une profonde tristesse pour la perte de la famille qu'elle rêvait d'avoir. Cette image idéalisée qui n'a jamais existé. Mais avec la tristesse vint une sensation de liberté extraordinaire, la certitude qu'en refusant de cautionner leurs mensonges, elle choisissait enfin son propre chemin. Elle se libérait d'un héritage de douleur et de déception. Que viendrait-il après cette rupture? Seul le temps le dirait, mais une chose était sûre. Anne était prête à forger son propre destin. La rupture avec ses parents, bien que douloureuse, fut une étape essentielle pour Anne. Je me souviens qu'elle m'a dit, avec l'air de quelqu'un qui pouvait enfin respirer, c'était comme enlever un poids énorme de mes épaules, tu sais, une douleur que je ne savais même pas que je portais. À partir de ce jour, elle a canalisé toute son énergie et sa concentration sur ses études, et je voyais à quel point cela la transformait. Elle est devenue infatigable, mais d'une manière saine, passionnée par ce qu'elle faisait. Ses notes, qui avaient déjà grimpé en flèche, étaient maintenant impeccablement constantes. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de la satisfaction d'apprendre, de s'immerger dans quelque chose qu'elle aimait vraiment. Elle a continué à travailler au café, même sans le besoin financier urgent. « C'est bon pour garder les pieds sur terre », m'expliquait-elle en essuyant le comptoir. « Et j'aime les gens, la routine. Ça me rappelle d'où je viens.
La vérité est qu'au café, Anne trouvait une communauté, un endroit où elle était appréciée pour ses efforts et sa bonté, non pour ses notes ou ce qu'elle pouvait donner. Son talent et son dévouement, tant à l'université qu'au travail, n'ont pas passé inaperçus. Les professeurs du département de recherche l'ont remarqué, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle soit invitée à devenir assistante de recherche. C'était un pas de géant, une reconnaissance formelle de son intelligence et de son potentiel, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Elle m'a raconté, avec un large sourire, qu'elle avait l'impression d'ouvrir ses propres portes, de construire son propre château, brique après brique. Pendant qu'Anne s'épanouissait, la réalité de ses parents et d'Henri se désintégrait. Les dettes de jeu alimentées par des années d'omission et de mensonges sont devenues insoutenables. Je me souviens qu'Anne m'a raconté, sur un ton résigné, que ses parents avaient été forcés de vendre la maison familiale, cet endroit qui fut un jour le théâtre de ses plus grandes tristesses et invisibilités. C'était le dernier vestige de cette vie, vous savez, commenta-t-elle. Cet endroit que je voyais comme la prison de mon favoritisme n'était plus qu'un lointain souvenir. La vente de la maison fut un coup dur pour ses parents, un symbole de la perte de contrôle et des conséquences de leur choix. Ils déménagèrent dans un petit appartement, dans un quartier plus éloigné, et Anne me confia que la communication entre eux était devenue presque inexistante, limitée à de brèves conversations protocolaires. Quant à Henri, le génie des mathématiques, qui n'était jamais allé à l'université, il avait touché le fond. La pression des dettes, l'exposition de ses mensonges et la perte du soutien financier qui le maintenait à flot l'avaient poussé là où il n'avait d'autre choix que d'affronter ses démons. Il avait finalement cherché de l'aide et avait été admis dans une clinique de réadaptation, dans un petit village de province, loin du tumulte de la grande ville. Ce fut un processus long et douloureux, me dit-elle. Des mois après son admission, Anne reçut un appel. C'était Henri. Sa voix, autrefois si pleine d'arrogance et de dissimulation, sonnait maintenant faible, brisée, mais authentique. « Anne, je suis désolé, dit-il, et Anne pouvait entendre les sanglots contenus de l'autre côté du fil. « Je suis désolé pour tout, pour avoir volé ton avenir, pour avoir été si égoïste, pour avoir causé tant de douleur. » Anne écouta en silence, sans colère, sans jugement, seulement avec une profonde sensation de fatigue. Elle ne répondit pas immédiatement, mais la vieille rancœur commença à céder la place à une compréhension, peut-être à un aperçu de pardon. Elle comprit qu'il était aussi une victime de ses propres choix et de l'aveuglement de ses parents. Les excuses d'Henri mirent un point final à un long et douloureux chapitre de la vie d'Anne. Non pas que cela effaçât les cicatrices, mais cela offrait la possibilité d'un nouveau départ, même lointain. À ce moment-là, assise à son nouveau bureau au département de recherche, entourée de livres et d'articles, un livre ouvert et un sourire serein sur le visage, Anne me confia qu'elle ressentait d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle ne luttait plus contre les fantômes du passé, ni n'essayait de prouver sa valeur à qui que ce soit. Sa vie était la sienne, construite avec ses propres efforts, sa résilience et l'amour inconditionnel de sa grand-mère. Elle était devenue une référence au département, un exemple de dévouement et d'intelligence. Elle avait voyagé pour des congrès, publié des articles, et sa carrière académique avait décollé d'une manière qui dépassait de loin les attentes que ses parents avaient eues un jour pour Henri. L'argent de sa grand-mère, géré avec soin, lui avait procuré la sécurité nécessaire pour se concentrer sur ses rêves, sans les soucis financiers qui l'avaient autrefois hanté. Anne n'était pas devenue riche du jour au lendemain, mais elle prospérait dans sa liberté, dans ses choix et dans la certitude d'être sur le bon chemin. Elle a appris que le véritable héritage n'était pas l'argent, mais la capacité de se relever, de pardonner, si ce n'est pas aux autres, à elle-même, et de construire un avenir authentique. L'histoire d'Anne me fait penser que parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière les défis, et que l'amour le plus pur peut naître là où on l'attend le moins. Qu'en pensez-vous ? Sa famille se retrouvera-t-elle un jour vraiment ? Ou Anne poursuivra-t-elle son chemin seule, mais libre ?